Cannes Football Club. La poutine du soccer. www.cannesfootballclub.com. Danse la poutine. Si ça va pas dans ta vie, danse la poutine. T'oublieras tous tes soucis. Danse la poutine. Danse la poutine. Et nous chantons en chœur. Nous sommes Montréalais. Fidèles à nos couleurs. Bonjour à tous, bienvenue au deuxième épisode du podcast Le Match en main. Tout d'abord, merci beaucoup pour vos nombreux commentaires, votre feedback, puis surtout vos excellentes idées de sujets suite au premier podcast. D'une part, ça fait chaud au cœur, puis de l'autre, ça donne la bonne matière sur laquelle travailler pour la suite. Ça donne de belles idées de sujets à analyser peut-être plus en profondeur. Puis bon, ce qui est souvent revenu, c'est le fait que ce soit un complément aux autres podcasts du Cannes FC. Ça semble vous plaire, donc on va essayer de conserver cette voix. Justement, en parlant de voix, la mienne est un peu enrouillée. La faute à l'Impact, en fait. Un match intense samedi au Stade Saputo. Un match qui a été très émotif, très joyeux par moments, assez triste par d'autres. Une première mi-temps excitante avec Nacho Piatti qui a complètement survolé le terrain. Son troisième but, notamment, a fait exploser le stade. Ça a fait du bien, ça a libéré la foule, on dirait. On en oubliait presque le carton rouge de Victor Cabrera. Sans oublier même le beau moment de Laurent Ciman qui marque contre l'Impact d'un superbe coup franc, ce qu'on l'a rarement vu faire en bleu, blanc, noir. Mais quand même, moi j'ai aimé. Je sais qu'il y a des réactions assez différentes selon les partisans. Mais j'ai aimé, j'avoue que moi, instinctivement, sans me lever ou sans ovationner, j'ai instinctivement applaudi Laurent. Au-delà du but contre l'équipe que les Montréalais supportent, c'est surtout, je pense, une petite façon de remercier l'homme, de célébrer l'homme aussi, qui, peut-être pas avec les instances du club, mais quand même avec le public montréalais, a développé une belle communion. Ça s'est ressenti, puis sa réaction, je trouve, était très digne. Après, ça se fait pas, selon certains supporters. On sent que c'est un discours qui revient quand même souvent ces temps-ci, que certaines choses ne se font pas. Je pense que c'est peut-être un peu radical comme façon de voir les choses. Je pense que chacun a sa propre conception de ce qu'est un supporter, de ce que doit être un supporter. Après, je comprends aussi le fait que le but a fait mal, en fin de compte. L'Impact qui s'incline 5-3, qui s'effondre complètement en deuxième mi-temps, qui est incapable de s'ajuster en jouant à 10 joueurs. Mais bon, je vous invite surtout à aller lire mon article à ce sujet, mon dernier article dans lescoulisses.com, où je suis revenu en détail sur le match. Au programme aujourd'hui, je vous avais promis des podcasts de plus ou moins 30 minutes. On va aller un peu plus long que ça aujourd'hui parce que j'ai eu la chance de m'entretenir avec Olivier Brett, analyste à RDS, de l'Impact de Montréal, mais aussi de tout ce qui touche le monde du foot. Très gentil Olivier, une très belle rencontre. On est revenu sur son parcours de joueur, d'entraîneur, d'analyste, sur tout ce que ça a impliqué, sur tous les liens qu'il a créés sur la route, puis qui ont fini par le servir plus tard. Comme je vous disais, une très belle rencontre, très gentil, très disponible surtout, qui a accepté de me rencontrer rapidement comme ça, puis de répondre à mes questions qui sont peut-être un peu différentes de ce qui se fait d'habitude. On n'a pas parlé de l'impact ou de la situation actuelle de l'équipe. On fait vraiment son parcours depuis son lien avec l'Irlande jusqu'à son emploi actuel vers RDS et peut-être ce qui suit pour Olivier Brett. Donc, je vous invite à écouter ça, puis on se retrouve après l'entrevue, répondre à quelques questions, puis voilà. Bonne écoute! Donc, salut Olivier, merci beaucoup d'accepter cette entrevue pour mon nouveau podcast. Je vais commencer vraiment par le commencement. Probablement, tu t'en souviens pas vraiment, mais cette année, au match d'ouverture de l'Impact au Stade olympique, ouais. Je t'ai croisé, en fait, au stade, je t'ai serré la main, ouais. Je t'ai dit... Puis je pense que tu étais là, pas en tant que représentant d'RDS ou t'avais l'air d'être là plus en civil. Ouais. Puis j'ai remarqué que tu avais un super beau code de l'Irlande. Exact.
Ce qui m'a rappelé que, bon, tu parles souvent de l'Irlande dans tes reportages. Puis je me demandais un peu, c'est où ton lien? Parce qu'en fouillant un peu sur Wikipédia, Olivier Brett, j'ai vu que tu venais de la ville de Québec. Ouais. Donc, je me demande, l'Irlande, j'imagine c'est les origines, mais à quel point c'est près de toi? C'est très, très près de moi. Justement, au dernier temps des fêtes, je suis allé voir la famille là-bas. C'est mon père qui est né à Dublin, qui a rencontré ma mère en Espagne, puis je présume qu'ils ont trouvé un terrain, j'allais dire un terrain neutre. C'est pas trop neutre, là. Ça voudrait dire que ma mère a gagné cet argument-là. Mais mon père est arrivé ici dans les années 70, puis le lien, je l'ai gardé. J'y allais quand j'étais jeune, je suis allé à 5 ans, je suis allé seul à l'âge de 10 ans pour passer un mois là-bas chez ma grand-mère. Puis j'ai jamais vraiment perdu le contact. Mais c'est un contact qui a été amplifié quand je suis arrivé à la fin du secondaire, parce que là, ce que j'ai commencé à faire avant que les stades soient aussi nombreux qu'ils sont en ce moment, en fait, il n'y en avait pas du tout des stades intérieurs à l'époque. Fait que moi, ce que je faisais, c'est que je m'arrangeais avec mon école au sport-études à Québec pour être libéré du mois de décembre au mois de mai. Puis je partais carrément là-bas avec mes devoirs, avec mes travaux à faire. Puis je m'entraînais avec des clubs qui s'entraînaient tous les jours là-bas. Donc, c'est comme ça que là, le sportif a rejoint un peu le parcours de la famille. OK, donc est-ce que c'est un peu par ce lien-là irlandais que tu as comme découvert une passion pour le foot ou qu'ici, ou c'est autrement? Oui puis non, parce que j'ai mes parents, mon père en particulier, parce que ma mère a fait un peu de sport quand elle était plus jeune, mais c'est une enseignante, c'est dans ce milieu-là, plus de l'éducation qu'elle a baigné. Mon père, lui, m'a jamais vraiment poussé à jouer au soccer en partant. Okay. Moi, ça m'a intéressé, donc il m'a comme laissé faire mon bout de chemin là-dedans, mais il m'a aussi supporté quand j'ai voulu jouer au hockey. Ma mère a parti le sport-études hockey au primaire à Québec. Donc, j'ai fait 5e, 6e année là-bas, puis je jouais correct, mais c'était un très jeune âge. En arrivant au secondaire, par contre, mon père a parti, lui, le sport-études soccer, le premier sport-études dans la province à Cardinal-Roy. Puis c'est là que j'ai commencé à avoir peut-être un parcours, pas peut-être, c'était un parcours exclusivement soccer. Mais je te dirais pas que c'est à cause de l'Irlande, mais certainement à cause de l'influence irlandaise sur mon père. Ouais. Donc, si on parle d'un club d'enfance ou un joueur peut-être qui t'a inspiré, ou est-ce que ce serait l'Impact de Montréal? Est-ce que ce serait un club nord-américain ou c'est plutôt européen? C'est intéressant ça parce que moi, j'achète pas l'idée qu'il faut que ce soit un ou l'autre. Okay. On parle de l'influence irlandaise. À Dublin, moi, j'ai toujours suivi le club de Shelburne quand j'y allais beaucoup. D'ailleurs, il y avait un beau parcours. Ils ont cogné à la porte de la Ligue des Champions avec un aller-retour qui avait fait beaucoup de bruit contre Deportivo. Tu peux supporter un club de Dublin puis supporter un club en Premier League anglaise aussi. Okay. C'est supporter local puis supporter sur la scène plus internationale, disons. Moi, c'est un peu ça que j'ai vécu parce que je faisais beaucoup d'allers-retours dans une année pour venir voir l'Impact. Sauf que mon club, et là, c'est un autre héritage de mon père, probablement, puis de ma grand-mère aussi, qui était une grosse fan. Mon club, ça a toujours été Manchester United. Puis s'il y a un gars qui a été marquant, moi, je suis de la génération où Eric Cantona a marqué pas mal de monde. Puis j'en fais pas exception. Donc, je te dirais que j'étais un petit peu à cheval entre supporter l'équipe de la province, l'Impact, puis supporter Manchester United, qui était vraiment mon club de cœur. Bon. Tu parlais de tes deux parents qui sont enseignants d'une certaine façon. Fait que je vois le lien avec toi qui es devenu entraîneur aussi, on y reviendra. Tu disais que tu as joué au hockey. À quel moment tu as vu que le soccer, peut-être, tu avais un plus grand talent ou tu pouvais, en tout cas, poursuivre une voie au soccer? Je peux même pas dire avec certitude que c'est ça qui a guidé ma décision d'arrêter le hockey. Ça s'est terminé de manière un petit peu abrupte avec le hockey, mais en même temps, j'ai été pas obligé parce que c'est un choix que j'ai fait, mais j'ai coupé les liens vraiment secs avec le hockey. Pour faire une histoire courte, j'ai remis mes chandails à mes entraîneurs de ma dernière équipe de hockey en pleine séries éliminatoires en disant « Moi, c'est assez. » je veux plus participer à ça. Puis j'étais dans une bonne équipe. Dominique Deblois qui a joué junior majeur, Marc-Antoine Pouliot qui a joué
qui a joué en Ligue Edmonton, nationale. je pense. Exactement. Je trempais avec des gars comme ça, bien avant qu'ils aient la stature qu'ils ont eue par la suite. Je comprends. Mais c'était quand même du bon niveau. Puis moi, je me sentais pas respecté là-dedans. La décision que j'ai prise, c'était pas une décision à long terme, c'était plus un statement pour dire, écoutez, moi, je suis prêt à faire partie de l'équipe et être un joueur marginal, mais je m'attends à être respecté puis à quand même avoir une place dans cette équipe-là. Puis je pense que c'est vraiment un moment qui a façonné ma personne parce que je suis quelqu'un qui réfléchit avant de prendre des décisions, mais quand je les prends, elles sont fermes. Puis mes parents m'ont beaucoup backé dans cet épisode-là. Puis ce qu'ils m'ont encouragé à faire, c'est d'y aller moi-même puis de parler moi-même. Mhm. Puis je pense qu'à partir de là, ça m'a donné la confiance d'assumer mes choix puis d'être capable de ne pas avoir de regrets par la suite. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment le fait que j'avais un meilleur avenir au soccer, mais j'avais plus de plaisir là. J'en avais plus à jouer au hockey, puis c'est comme ça que j'ai coupé les ponts. Wow. Puis, donc, tu disais qu'ensuite, tu as continué sport-études au soccer. Puis, Ouais. je voyais que, vers 17 ans, si les calculs sont bons, tu t'évolues avec le Dynamo de Québec. En fait, le Dynamo de Québec s'est fait en 2 temps. Okay. J'étais là en U14. OK. Par la suite, moi, j'étais là à l'âge où on est passé des âges basés sur l'année scolaire à l'année civile. Donc là, j'ai fait un petit peu d'acheval sur ma saison U14 que j'ai joué 2 fois parce que je suis resté. J'étais pas de ceux qui ont été catapultés vers l'avant. Au contraire, j'ai été ceux qui ont été gardés. Puis après ça, quand je suis arrivé à U15, la direction que le club prenait... pour moi, ça manquait un petit peu d'engagement, ça manquait un petit peu d'ambition. Fait que là, j'ai commencé à magasiner pour venir jouer à Montréal. J'habitais toujours à Québec. Okay. On était dans une situation où c'était possible de faire l'aller-retour, puis c'est ce que j'ai fait. Mon année U15, mon père m'a fait faire l'aller-retour dans une petite voiture Firefly à l'époque que je salue. D'ailleurs, je m'en ennuie un peu. 3 fois par semaine. 3 fois J'ai pas raté d'entraînement, même pendant l'école. Je quittais tout de suite après l'école. Je revenais, si j'avais des devoirs à faire, je les faisais dans la voiture. Puis j'ai fait ça pendant une saison. La deuxième, là, je le faisais 2 à 3 fois par semaine parce que j'avais pris une entente avec mon entraîneur où une fois de temps en temps, si j'avais la possibilité de sauter un entraînement, je pouvais le faire. Et c'est à l'âge de 17 ans que je suis revenu pour là jouer avec les U19 avec le Dynamo parce que ce projet-là, étant 2 ans surclassé, ça faisait du sens pour moi. Puis j'avais aussi accès, à l'âge de 17 ans, à jouer pour l'équipe senior du Dynamo qui était coachée à ce moment-là par mon père. Donc oui, le Dynamo, ça a été à 17 ans, ça a été à 14 ans. Puis entre les deux, j'ai joué ici à Bourassa avec une équipe de Montréal. À Bourassa, OK. Puis c'est comment ça, se retrouver... Donc là, tu as quoi, 17-18 ans, tu joues avec l'équipe senior. Donc senior, il y a des gars des beaucoup matchs. plus vieux. Oui, beaucoup. Puis ton père est entraîneur, donc tu te retrouves à être un des plus jeunes. J'imagine que tu as un certain talent pour te qualifier dans cette équipe-là, mais c'est comment d'être entraîné par son père? Ça n'a jamais été un problème pour moi. Puis ça, c'est dû à mon père, pas dû à moi. Okay. Je pense qu'il a été très bon pour savoir comment me gérer. J'étais un joueur qui pouvait apporter beaucoup sur le terrain, mais surtout à une équipe. J'ai pas la stature physique la plus imposante. Je suis pas le plus fort, j'étais pas un marqueur, mais j'avais un gros volume de jeu, une grosse volonté de progresser. Puis je pense que de passer chez les seniors à 17 ans, c'est certain qu'il y en a qui se sont dit, bon, regarde l'autre qui débarque à cause de son père. Mais en me voyant m'entraîner, il y a personne qui pouvait même contempler l'idée que ce soit un passe-droit. Okay. Ça, je pense que c'est le bout où je me suis donné... un petit peu de lousse, en bon français, là, de capital politique avec mes nouveaux coéquipiers. Mais mon père a été capable de me gérer au niveau des émotions aussi. Il était capable de me remettre à ma place, mais il le faisait pas en public. Il le faisait peut-être plus à la maison pour me faire comprendre qu'il y a des limites qui pouvaient pas être dépassées parce que, honnêtement, je te parle d'émotion, là, je te le dis avec un peu de recul à la mi-trentaine, mais ça, c'était quelque chose avec lequel j'avais de la difficulté. C'était un de mes gros défis comme joueur. Trop souvent, je me suis fait expulser parce que je me prenais avec les arbitres ou parce que je me prenais avec quelqu'un d'autre. Jamais pour des trucs salauds, mais juste pour un mauvais contrôle des émotions. Puis je pense que si on m'avait forcé à faire ça, j'aurais probablement juste pété les plombs carrément. Puis je pense que c'est là où mon père savait qu'il
il pouvait pousser, mais à un moment donné, il fallait laisser aller aussi. Donc, autant peut-être ton côté émotif était ce qui t'a permis de te prouver aux yeux de tes coéquipiers, autant ça a pu te nuire. C'est clair. C'est clair que ça m'a nuit. En fait, j'essayais de changer des choses que je contrôlais pas du tout. Mm-hmm. Puis je te dirais que c'est pas sur un terrain de soccer que j'ai appris ça, c'est bien des années plus tard, mais si je pouvais y aller à l'envers, retourner dans le temps, c'est probablement la grosse chose sur laquelle que je changerais de mon jeu. Qu'est-ce que ça donnerait comme changement? Est-ce que je perdrais du côté edgy que j'avais, ou est-ce qu'au contraire, ça me permettrait de mieux canaliser mes énergies? Ça, écoute, on ne le saura jamais. Non, ça va pas. Tu parlais de... Bon, tu n'étais pas un marqueur, vraiment. Tu es quel type de joueur? Je pense que tu étais un défenseur. Je me plais à dire que dans des équipes correctes, je suis un bon milieu de terrain. Okay. Dans des bonnes équipes, je suis un défenseur latéral droit correct. Okay. J'aimais... Tu sais, souvent, c'est un débat qu'il y a avec beaucoup d'entraîneurs à savoir est-ce que tu devrais faire tourner tes joueurs, leur faire travailler plusieurs positions. Est-ce qu'un défenseur, tu devrais le faire jouer en attaque pour qu'il comprenne cet univers-là, ou un attaquant en défense? Je partage un petit peu l'opinion de ceux qui disent oui, mais seulement en partie. Je l'ai fait, par exemple, quand je coachais Anthony Jackson-Hamel à Québec. Anthony défendre, il fallait que tu le convainques. Puis ça faisait pas partie de son ADN. Puis on le voit encore aujourd'hui. Puis une chance que ça faisait pas partie de son ADN, parce qu'il aurait probablement pas atteint ce qu'il a atteint jusqu'à maintenant dans sa carrière. Mais j'avais tendance à prendre quelqu'un puis le déplacer pour y faire comprendre que pour le bien de l'équipe, il faut que tu participes un peu plus défensivement. Mais le constat que j'ai fait, puis moi je pense ce constat-là parfait, tu as des aptitudes qui tendent plus vers défendre ou plus vers attaquer. J'étais très bon pour donner des passes décisives. J'étais un excellent centreur du ballon, mais à la base, j'étais un gars plus conservateur, tourné vers défendre puis laisser les autres qui sont meilleurs offensivement faire le travail que l'inverse. Donc, c'est pour ça que milieu de terrain un petit peu plus reculé ou à terme. C'était ça avec l'attaque de Trois-Rivières. Quand Marc Dos Santos m'a utilisé, il m'a utilisé comme défenseur central puis comme défenseur latéral droit. Puis à McGill, je suis arrivé, Philippe Lafroy coachait l'équipe à ce moment-là, qui est directeur de l'Académie de l'Impact maintenant. Puis je pense que le plan, c'était de me faire jouer au milieu de terrain. Il y a eu des blessures, il y a eu des gars qui n'ont pas été capables de poursuivre avec l'équipe, puis rapidement, je me suis trouvé défenseur central là aussi. Puis est-ce que tu... Parce que je t'écoute parler, puis j'ai l'impression que peut-être tu aurais aimé être un joueur offensif, ou peut-être plus milieu de terrain, non? Non, c'était très... Ben, écoute, j'aurais aimé ça, marquer plus de buts. Ouais, c'est ça. Moi, mon refuge, c'était les coups francs. C'était beaucoup plus facile pour moi de marquer sur coup franc que de marquer en échappé. Ça peut paraître un peu curieux. Non, mais tu sais, comme je te disais tantôt, je savais très bien ce que je pouvais apporter puis ce que je pouvais pas apporter à une équipe. J'aimais ça contribuer offensivement en passant, en donnant des passes décisives ou en faisant progresser l'équipe, mais non, c'est avoir été capable d'être un peu plus clutch, si tu me permets l'expression, quand j'étais dans des situation pour le faire, ça, j'aurais aimé ça, parce que j'étais du genre à peut-être embousiller un petit peu plus que j'aurais aimé, mais non, j'ai pas de regrets à ce niveau-là. Tu parlais de l'attaque de Trois-Rivières. Comment tu te retrouves à jouer pour l'attaque qui était, à ce moment-là, donc l'espèce de club réserve? Oui, c'était l'équipe réserve de l'Impact. Le lien n'était pas du tout ce qui est maintenant, mais il y avait quand même Marc. Ça a été sa première équipe senior chez les hommes. Pour Marc, qui avait 28 ans à l'époque. 28 ans, si je ne me trompe pas. Il n'y avait pas beaucoup d'années qui nous séparaient. Puis on avait des gars qui étaient quand même assez vieux. Darko Kolic était à 35-36 ans, un ancien de l'Impact qui était avec l'attaque. Ça a été des essais. Il y a des essais qui étaient au complexe Catalonia à la Chine. Moi, j'ai dû prendre une décision assez rapidement parce que j'habitais à Montréal puis je faisais une année d'études à McGill à ce moment-là. Fait que là, j'ai eu besoin de décider, est-ce que c'est vraiment une opportunité que je contemple pour vrai? Si c'est le cas, ben il fallait que je m'arrange après pour tout ce qui venait. Exactement. Fait que, mais les entraînements avaient lieu à Montréal. Fait que ça, c'était le côté particulier. J'ai recommencé le petit manège de l'époque à Bourassa. Je faisais 3 fois par semaine, ou des fois 2 fois, je restais chez des amis ici quand on s'entraînait le mardi et le mercredi. Donc, je montais le mardi soir. Le mercredi, je restais à Montréal, puis le mercredi, je retournais tout de suite parce que je travaillais généralement à Québec. Fait que c'est comme ça. J'ai fait peut-être une semaine d'entraînement, 2-3 entraînements, puis Marc m'a offert un contrat à l'époque.
Puis c'était un contrat vraiment avec l'Attaque ou il y avait le lien avec l'Impact directement? Non, c'était un contrat avec l'Attaque, avec okay. évidemment la possibilité d'être vu si jamais les performances étaient bonnes. Il y en a d'ailleurs qui sont passés. Davy Uwimana, à l'époque, jouait à peu près à ma position aussi. Lui, il était là la deuxième année. Il a fini par signer avec l'Impact. Ouais. Alex Surprenant a joué avec moi. Fait qu'il y en a des gars comme ça qui étaient à cheval entre les deux. Moi, cette porte-là, c'est pas ouvert, mais c'était pas un pipeline comme c'est maintenant, mais il y avait quand même des opportunités. Au moment où tu te retrouves avec l'Attaque, donc tu fais le choix de t'essayer, tu signes un contrat avec le club. Est-ce que ça devient ton objectif? Parce que tu dis que tu étudies en parallèle. Est-ce que ton objectif, c'est de éventuellement faire une carrière ou le plus longtemps possible de jouer au foot puis d'y gagner ta vie? Oui, mais c'est devenu... La deuxième année en particulier, c'est devenu essoufflant. Puis j'ai moins joué un peu cette deuxième année-là. Okay. Puis là, ça commençait à être... je veux pas dire lourd, mais c'était des déplacements qui étaient importants. Tu sais, quand tu pars un vendredi matin de Québec à 5 heures le matin pour arriver à 8 heures à Montréal, pour prendre l'autobus, t'en aller à Toronto. Après ça, t'as un match à London, par exemple, en Ontario. Tu reviens avec 11 heures d'autobus. T'arrives à, je sais pas moi, 1 heure, 2 heures du matin dans la nuit de dimanche à lundi. Puis là, moi, je rembarque dans ma voiture parce que le lundi matin, je travaille à 8 heures parce que je donnais beaucoup de camps de soccer pour l'Académie Pro Foot, l'Académie de mon père à Québec. Okay. À l'usure, ça devient difficile. Puis c'est là où l'hiver qui a suivi ma deuxième saison à l'Attaque, j'ai décidé d'aller en Espagne pour parfaire un peu mon espagnol. J'ai passé 3 mois là-bas. Oh bon. Puis c'est là où Philippe Lafroy a pris la relève de Marc, exactement. Ça a été un peu plus rapatrié. Non, c'est resté l'Attaque pendant une saison avant d'être rapatrié en 2010. Puis j'ai eu une conversation au téléphone avec Philippe, avec qui j'avais gardé des bons liens. Puis lui m'a informé d'un mémo qui était bien clair pour lui, mais qui ne l'était pas tant que ça pour moi. Il a dit, tu sais, tu passeras pas pro. Fait que si tu viens pour épauler les gars. Philippe a cette qualité brutale-là de te dire les choses très honnêtement. C'est rien de personnel, c'est juste que lui connaît son plan, c'est exactement quel morceau du puzzle va à quelle place. Puis cette fois-là, c'est ce qu'il m'avait dit. Il avait dit la porte est plus couverte, mais s'il y a la priorité à donner à quelqu'un pour du temps de jeu, ce ne sera pas à toi. Ça va être au plus jeune qui a plus de potentiel. Je te vois pas passer chez les pros à l'Impact. Mais tu es une personnalité qui pourrait être utile à ce groupe-là. Donc, je veux juste que tu saches exactement qu'est-ce qu'il y en est. Puis, si ça t'intéresse, ben allons-y. Puis, si ça t'intéresse pas, ben on serre la main. Puis, serre la main virtuellement, là, parce que j'étais en Espagne à ce moment-là. Puis, c'est là que j'ai décidé d'arrêter ce parcours-là. C'est vrai que c'est brutalement honnête, peut-être, mais ça... c'est bien au sens où ça te permet de prendre une décision peut-être plus éclairée. Est-ce que là, toi... Tu prends un certain recul, puis tu as la réflexion de, bon, est-ce que je continue à jouer? Non, c'est tombé... Tu sais, à mon échelle, c'est le moment où tu sais que c'est fini. Okay. Puis ça a été difficile pour moi le 16 février de cette année-là, en 2009. C'est la journée où ça s'est fini. Tu te souviens de la date? Oui, absolument. Puis je me souviens m'être assis devant la plage. J'étais à Malaga. Puis je me suis assis sur un banc devant la plage. Puis cette journée-là, même si je savais qu'elle s'en venait, c'était tough. C'était tough parce que j'y avais pas donné ma réponse, mais je la connaissais. Je savais que c'était la bonne chose à faire puis que je m'en allais vers autre chose. Puis je savais que ça allait être excitant, que j'ai quand même confiance en mes moyens, avoir du succès dans le prochain chapitre. Mais non, ça m'a rentré dedans. C'est vraiment l'année, là. Moi, c'est pas la Saint-Valentin, c'est 2 jours plus tard. Exactement. C'est là que les émotions sont montées. Au moins, tu étais en Espagne. Tu n'étais pas ici où il faisait moins 25 degrés. Oui, mais je te dirais, j'étais seul. Puis c'était probablement la chose qui pouvait être la meilleure affaire qui pouvait m'arriver parce que j'avais personne là pour me dire « inquiète pas, tout va être beau » quand dans le fond, tu le sais pas, tu fais confiance à ton gut feeling, que tu prends la bonne décision, que à ce moment-là, continuer à me battre puis à voyager,
c'était rendu trop lourd, puis j'arrivais quand même le fin vingtaine. À un moment donné, tu as une décision de vie, de carrière à prendre. Mais d'avoir eu des gens autour de moi, je suis pas certain que ça m'aurait aidé. Ça m'a fait du bien d'être capable de souffler comme ça pendant un mois. Puis là, j'ai mon meilleur chum qui est venu faire un tour me voir. Fait que j'avais eu un mois là, pour avaler tout ça. Donc, la carrière de joueur est finie, mais tu disais déjà, donc je savais pas, mais tu t'aidais ton père dans ses... Ah ouais, ça, en fait, j'ai toujours été entraîneur. Moi, je me plais à dire que j'ai jamais eu de job. J'ai, tu sais, des emplois au dépanneur ou des emplois... J'ai jamais travaillé dans un magasin. À partir de l'âge de 14 ans, j'aidais mon père avec son école de soccer qui, à ce moment-là, commençait vraiment à prendre de l'ampleur. Lui, il a été très généreux là-dedans parce qu'il m'a donné beaucoup, beaucoup de flexibilité. Fait que je pouvais partir, mais il me reprenait. Avec le recul, je sais aussi qu'il me reprenait parce que je faisais une bonne job, puis j'étais une plus-value pour son entreprise. Donc, ça m'a donné beaucoup de flexibilité, comme je le disais, pour jouer à l'attaque, pour partir en Irlande, pour toujours pour avoir une assise ici quand tu reviens. Exactement. Puis financièrement, je pense que c'était la décision de mes parents de ne pas me mettre dans une situation où ça entrait dans l'équation. Puis ça, je suis très, très, très reconnaissant de mes parents pour ça parce que ça a toujours été la passion ou ce que j'aimais qui a été mis de l'avant pour faire des choix. Puis l'argent, c'est un élément très important de la vie. Ça, on n'a jamais fait semblant que c'était pas du tout un facteur, mais ils ont toujours voulu s'assurer que j'avais pas ça aux avant-plans pour prendre une décision. Puis le fait de pouvoir coacher avec lui, ça m'a permis de faire ça, puis ça m'a aussi permis de prendre une grosse expérience de coaching aussi. Ouais. Puis c'est ça, visiblement, ils t'ont transmis de belles valeurs. Puis aussi, on parlait que les deux, c'est des enseignants, donc ça a été en toi longtemps. Puis en 2010, Philippe Lafroy reprend démarre l'Académie de l'Impact, en fait, exact. Puis il vient te chercher comme entraîneur adjoint. Ouais, ça, c'est un autre appel un peu bizarre. C'est comme si les croisés des chemins avec Philippe, tu me fais juste penser à ça, d'ailleurs, parce que ça, je pense que j'ai jamais compté cette histoire-là. Quand je me suis rendu compte, je magasinais, je voulais aller passer une année universitaire à Montréal. J'étais attaché, moi, à l'Université Laval, à Québec, puis je me suis rendu compte que le système te permettait d'aller faire une année en visite dans une autre université, puis garder tes crédits, dans le fond. Okay. C'est comme si tu continuais ton parcours dans ton université propre. Là, je commence à magasiner, puis je vois que Philippe était coach de cette équipe-là à McGill, coachait les Redmen, puis lui m'avait coaché aux équipes du Québec à l'âge de 14 ans. Là, je prends le téléphone, je dis « Bon, Philippe, tu te rappelles sûrement pas de moi, mais moi, je suis à Québec en ce moment, je suis en train de m'inscrire, je regarde pour m'inscrire à McGill, comment ça fonctionne. » Puis lui, il se souvenait pas du tout. Il se souvenait peut-être du nom, mais il a aucune idée. Est-ce que j'ai rien fait pendant 4 ans? Est-ce que j'ai progressé ou est-ce que je suis rendu... j'ai eu une grosse blessure pendant 3 ans? Ouais, il en a aucune idée. Puis je te parlais de brutalité des commentaires de Philippe. Il me dit tu peux venir au Open Tryouts. Ce qui est avec tout le monde. Là. Tu peux venir au Open Tryouts, puis on va voir. Mais en gros, en me disant je m'en fous de t'avoir coaché. Il m'a pas dit ça comme ça. Exactement, je te promets rien. Puis j'ai fait OK, parfait. Au moins, parce que je connaissais pas bien la personnalité de Philippe à ce moment-là, au moins je sais que le jour où ça marche, si c'est pour marcher là-bas, moi, j'ai quelqu'un qui se tient debout, qui est droit, puis qui ne me fera pas de fausses promesses. Puis ça m'a beaucoup interpellé. Donc, il y a eu l'épisode de McGill. Après ça, il y a eu l'épisode, le non-événement de l'attaque de Trois-Rivières, où là, moi, j'étais plus dans les plans. Puis 1 an plus tard, j'étais avec une ex-copine qui s'en venait ici pour travailler à Montréal. Fait que je prends le téléphone pour ce qui se voulait, un appel de « Hey, si tu as de la place pour juste avoir quelqu'un qui te suit sur les terrains, moi, j'aimerais ça te côtoyer. J'aimerais ça être capable d'apprendre de toi parce que à l'époque, à McGill, j'avais compris que sa méthodologie puis sa façon de travailler... C'est un bon entraîneur. Puis il y avait beaucoup, beaucoup de connaissances à aller chercher là. J'ai essayé de le faire quand j'étais à l'université avec lui, mais c'est un laps de temps très court. Tu ne te côtoies pas tous les jours. Donc là, je lui ai dit, je m'en viens. En ce moment, j'ai pas de job qui m'attend à mon arrivée à Montréal. Si tu as quelque chose pour moi ou tu as de l'ouverture... ce serait super apprécié. Puis il me dit, ce matin, il y a quelqu'un qui vient de me dire qu'il ne continuait pas avec moi. C'était Christophe Dutarte qui était qui est l'entraîneur pas des Carabins, mais des Citadins de l'UQAM.
qui avait décidé qu'il ne poursuivait pas pour une deuxième saison. C'était lui qui était là en 2009. Puis il a dit, la porte est ouverte. Si tu veux, la job est à toi. Wow. Fait que c'est des coups de fil. Ça, j'étais à Québec. Je vais toujours me rappeler, à côté au coin de la rue Canardière puis Bergemont, j'attendais l'autobus pour aller rejoindre des amis. Puis c'est là que ça s'est passé. Un autre appel un peu weird avec Philippe Lafroy. Puis c'est comment, après, de commencer une académie, de construire une académie? Comment ça se fait? Ça va être une tâche quand même immense quand tu arrives devant tout ce travail-là. Tu peux pas penser à ça. OK. C'est petit peu par petit peu. Tu fais ce qu'il y a à faire. 2, tu fais confiance à la vision globale parce que c'est beaucoup d'imperfections. Mm-hmm. Ça, c'est une grosse chose que j'ai apprise avec le lancement de l'académie. C'est que tu regardes des clubs, des centres de formation qui roulent. Moi, j'ai eu la chance de passer un mois au centre de formation du Racing Club de Strasbourg au début des années 2000. Wow. C'est rodé. Tu as du monde de qualité, tu as beaucoup de gens. Puis le Racing, c'est pas le centre de formation de Lyon. Mais quand même, c'est impressionnant de voir comment ils travaillent. Mais là, quand tu commences avec ce qui est au départ une équipe, c'est ça. Tu commences le sport-études. Moi, j'ai fait des rencontres de parents. Je suis allé expliquer aux gars, aux joueurs du centre du CNHP, à la Fédération de soccer du Québec, à quoi ressemblait le projet, puis c'était quoi qu'on voulait faire, parce qu'il y avait un paquet d'histoires qui couraient à droite puis à gauche, de contrats où les gars allaient être attachés, puis allaient pas pouvoir bouger, puis ça allait être contre-productif. J'ai fait ça. J'ai fait le lavage pour tout l'équipement, parce qu'on n'avait pas de responsable de l'équipement. J'étais dans la salle de meeting quand, avec Philippe, il y avait Dominique Simard qui était là pour nous donner un coup de main, qui est devenu employé de l'Impact par la suite. Puis Alexis Pinard, qui est un super cerveau, qui était là à l'époque. On a fait le site web. Je me souviens m'asseoir dans une salle de conférence sur un tableau blanc. Puis là, j'ai appris comment faire l'arborescence d'un site web. Mais ça partait de là. Il n'y avait rien. Les textes pour expliquer aux gens c'est quoi le sport-études, on les a écrits la veille avant de lancer le site web. Moi, je repassais les coquilles pour dire il y a une petite faute de frappe là. Puis on est vraiment parti de zéro. Et j'espère que le club puis tout le monde qui s'en occupe, qui le dirige, est conscient du chemin qui a été fait. Parce que oui, ça reste encore imparfait, mais le parcours qui a été accompli, là, c'est extraordinaire. Donc, tu étais entraîneur adjoint, mais toute autre tâche connexe. Je te dirais que c'était probablement toute autre tâche connexe qui était en haut, puis après ça, les tâches étaient en dessous. Puis je me suis vite retrouvé, moi j'ai fait la première année, c'était en 2010, puis Mauro Biello est passé avec le staff des pros cette année-là, puis on m'a offert d'être directeur des écoles de soccer parce que j'avais le bagage avec l'académie de mon père à Québec. Fait que ce que j'ai eu, c'est 2 chapeaux. Le directeur des écoles de soccer. Après ça, j'avais ce qui était aussi une job à temps plein parce qu'on était sur le terrain à tous les jours comme entraîneur adjoint à Philippe pour la réserve. Puis 1 an et demi plus tard, là, il y a la télé qui est arrivée. Fait que j'ai ajouté ça à ces 2 pendant peut-être 6 mois. Non, un an, plus qu'un an, 1 an et demi. Fait que c'était du stock en masse. Puis à ce moment-là, toi, ça fait pas si longtemps que tu as pris ta retraite de joueur. Est-ce que tu te sens, considérant que tu travailles depuis que tu as 14 ans avec ton père, est-ce que tu te considères entraîneur ou tu es encore un joueur qui apprend à entraîner? Tu te considères comment? En ce moment? En ce moment, on à cette époque-là? À ce moment-là, oui. Non, comme je te dis, moi, à partir du moment où j'étais là, assis sur un banc sur le bord de la plage en Espagne, c'était terminé. Je le savais, c'était pas un moment agréable, mais j'ai tourné la page, puis j'ai pas eu de regrets. J'ai continué à jouer un peu. Je suis allé au championnat canadien avec le Royal Select Beauport. On est allé dans l'Ouest pour... je me souviens plus exactement c'était où, en Saskatchewan. Fait que j'ai continué comme ça, mais quand je suis arrivé à l'académie, j'ai joué aussi pour le CSVR en Montérégie, mais je pouvais plus investir le temps, je pouvais plus être là aux entraînements, puis c'est là que j'ai décidé de tirer la plug au complet, parce que c'était pas juste pour les gars qui s'entraînaient, eux, à chaque semaine, arrivaient au match, puis des fois, je jouais moins que moi, parce que l'entraîneur préférait me donner du temps de jeu, fait que j'ai arrêté parce que je trouvais pas que ça me mettait dans une position qui était juste pour les autres.
Ok, je comprends. Puis là, donc, l'académie, ça a grandi un peu. Il y a la télé qui arrive en même temps. C'est TVA Sport qui vient de chercher? Oui, exactement. En premier? En fait, c'est TVA Sport par le biais de l'Impact. Oh, ouais. C'est Claude Pinard qui était VP Marketing à l'époque, puis Richard Legendre qui est VP exécutif en ce moment, qui viennent me voir dans les bureaux du Stade Saputo, puis qui me disent « On a besoin de tester ton niveau de stress. Viens, on veut te rencontrer. Ouais. » Puis à ce moment-là, honnêtement, moi, je pensais, parce que je suis pas un des rares, mais il y en a pas des tonnes quand même des coachs qui s'intéressent au côté business. Puis moi, ça m'intéresse beaucoup. L'entrepreneuriat, le marketing, la communication, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Je lis énormément là-dessus. J'investis beaucoup de mon temps, de mon argent pour aller à des séminaires, puis en apprendre plus pour ce sujet-là. Je pensais qu'il m'offrait une job au marketing, puis que j'allais devoir sacrifier le côté sportif pour quelque chose de nouveau, excitant, oui, mais exclusivement business. Puis là, je me disais, oh, boy, je suis pas certain. Puis finalement, c'est pas ça du tout. Ils m'ont assis dans le bureau de Claude, puis ils m'ont dit, il y a TVA Sport qui lance une chaîne. J'étais même pas au courant. Oh. TVA Sport lance une chaîne. De ce que je comprends, il voulait... J'ai jamais validé ça d'ailleurs, mais de ce que je comprends, il voulait avoir Pat Leduc. Okay. Mais RDS a été wise, puis a sauté sur Pat Leduc très rapidement. Fait que là, il se retrouvait avec pas de plan B. En fait, il se retrouvait avec « Connaissez-vous quelqu'un qui pourrait être intéressant? » Puis quelques semaines avant, j'avais passé un match de deuxième division. L'Impact était en cours de saison. Ça, c'était à l'été 2011, l'année avant d'arriver en MLS. Puis j'ai passé un match sur la terrasse, qui était la terrasse de Joey Saputo à l'époque, avec Claude Pinard. Puis Claude me posait des questions. Puis il n'y avait pas de visée, parce qu'à ce moment-là, il ne savait pas qu'on allait lui demander « Connaîtrais-tu quelqu'un? » Mais il a trouvé ça intéressant. Pourquoi il recule? Pourquoi il avance? Pourquoi tel gars il fait ci? Pourquoi tel gars il fait ça? Puis son constat, ça a été que c'était assez facile à suivre les explications que je donnais. C'était clair, c'était concis. Beaucoup moins que ça l'est maintenant, je présume, mais quand même, c'était un départ. Puis quand le téléphone a sonné, il y a un chasseur de tête de TVA Sport qui cherchait un analyste. Ben, ils ont dit, on pourrait lui demander, puis on verra ce que ça donne. Puis j'ai dit oui à une condition. À ce moment-là, c'était pas une bonne saison de l'Impact. Puis j'ai dit, je veux que Joey Saputo lui-même me confirme que si c'était en ce moment, j'aurais pas à dire que tout va bien. Parce que moi, ce que j'aurais à dire, c'est que tel gars devrait pas jouer, tel gars est pas aussi bon qu'on l'attendait. Si j'ai le droit de dire ce que je pense vraiment, avec respect, puis avec intelligence, évidemment, oui, je prends la job, sinon, gardez-la. Puis avec le recul, avec tout ce que les médias m'ont apporté là, comme expérience, puis surtout comme opportunité de grandir comme personne, je sais pas si avec le recul, j'aurais le guts de mettre cette question. Exactement. Mais c'est la beauté d'être un peu naïf puis d'avoir des convictions. Je t'en parlais tout à l'heure en début d'entretien. J'étais convaincu que si on m'avait dit, ben tu sais, il faut quand même que tu donnes toujours une bonne image du club, ce qui est le cas, mais de n'importe quel club, de là s'exprimer avec respect, j'aurais pas pris la job. J'aurais dit non. Ce qui veut dire quand même, puis je veux pas nécessairement rentrer là-dedans, mais si ça vient en tête directement, c'est que tu sentais quand même que peut-être il pourrait exister une certaine pression. Oui, puis non, c'était plus le fait que c'était l'Impact qui m'approchait. Ouais, okay. Tu sentais le lien qui était... Puis à ce moment-là, tu sais, quand ça arrive dans un meeting comme ça, toi, tu t'es levé un matin, là, la télé, ça faisait pas partie de mes objectifs avec mes Fruit Loops puis mon café le matin. Ça faisait même pas... J'avais même pas réfléchi à ça. En fait, c'est pas vrai. J'y avais réfléchi, puis je m'étais dit, moi, je pense qu'en travaillant fort, avec le bagage d'éducateur puis de communicateur que j'ai avec des jeunes puis avec des parents, je pense que je pourrais faire une job qui a de l'allure. Mais après, il y a ça, puis il y a le côté télé qui apporte une pression puis un stress puis une nervosité qui a rien à voir avec parler à des kids sur un terrain de soccer où t'es à l'aise. Moi, ça a toujours été mon terrain de jeu. Donc, c'était pas par inquiétude, mais c'était juste pour comprendre la dynamique de l'approche. Parce que c'était pas TVA Sport qui me parlait. C'était l'Impact de Montréal qui venait me poser la question, donc c'est pour ça. Finalement, ça m'intéresse un peu par curiosité, le test de stress, c'est quoi? Le test, c'était ça. C'était carrément ça. Tu veux-tu faire de la télé? Ça te tente-tu d'être analyste à TV? Puis eux, en fait, ils ont été surpris, Claude et Richard, parce que je leur ai donné une réponse. Ils n'avaient même pas fini leur phrase, puis j'ai dit oui.
Ah ouais, OK. Puis on dit, mais comment ça, y as-tu déjà pensé? Puis j'ai dit, j'ai jamais pensé à faire une carrière là-dedans, mais je me suis déjà posé la question à savoir si moi, j'avais à rendre des commentaires ou une analyse à la place des gens qui sont là. Jean Gounel, par exemple. Est-ce que je serais capable d'arriver à quelque chose de cohérent puis quelque chose d'intéressant pour les gens à la maison? Puis mon constat, c'était oui. Mais encore là, sans avoir la certitude, là, mais oui, je le pensais à l'époque. D'ailleurs, tu parlais de Jean Gounel, c'était excellent l'autre fois au 91-9 avec lui. Oui, vraiment, on m'en a beaucoup parlé. Puis tu sais, Jean Gounel, c'est une bébite qu'on connaît pas beaucoup. Moi, aussi, je le connaissais pas. Puis quand je dis bébite, je fais référence particulièrement à des trucs comme dans cette émission-là dont tu parles. Jean me disait, ah oui, moi, la mémoire, je suis dans ma cuisine, puis je me dis Ajax 1973, puis là, si je commence à essayer de me rappeler c'était quoi l'équipe, tu sais, moi, c'est un univers que c'est pas ma réalité. Non. Mais c'est pour ça que c'est beau d'avoir une équipe comme on a à RDS, où t'as Pat Leduc qui a son angle. Moi, je dis souvent que Pat, c'est le gars du plateau. Moi, je suis le gars de Limoilou à Québec. Jean Gounel, c'est l'ordinateur qui se rappelle de tout. Claudine est là à la description. François Étienne est capable de faire de la description aussi, puis a fait une super bonne job pendant bien des matchs dans le passé avec Patrick. Fait que non, ça fait un mix de gens super intéressants. Mais justement, donc, toi, au début à TVA Sports, ils ne prennent pas temps plein tout de suite. Où tu lâches tous tes jobs de coaching? Non. Moi, j'ai parlé j'ai eu une discussion avec Philippe. J'ai dit, bon, on m'a approché pour ça. Moi, je ferai le test jusqu'au mois de décembre parce qu'on avait encore à finir la saison de l'équipe réserve. Fait que j'ai continué jusqu'à la fin de cette année-là, en 2011. Après, j'ai laissé la partie coaching parce que Philippe n'aurait pas accepté. C'était de la Ligue des champions. Puis on s'entraînait l'après-midi. Fait il n'aurait pas accepté que je rate autant d'entraînement. J'ai continué comme directeur des écoles de soccer pendant un an et 3 mois. C'est en 2013 que j'ai finalement décidé de donner ma démission à l'Impact comme directeur des écoles de soccer. Puis c'est là vraiment semaine de relâche en 2013 où j'ai pris la décision que ça allait être seulement la télé, seulement les médias. T'as une bonne mémoire des dates quand même. Mais c'est parce que la semaine de relâche, on est arrivé à un point où j'en avais trop. Okay. On avait 3 camps en même temps, puis on était en mode expansion aux écoles. Puis ça, c'était extraordinaire, mais en même temps, ça demande plus de temps, ça demande plus de ressources, d'attention. Puis on avait 3 lieux d'entraînement, on courait d'un bord puis de l'autre, puis ça a tombé que cette semaine-là, moi, je faisais de la Ligue des champions. Puis il y a des gens qui travaillaient avec moi aux écoles de soccer cette semaine-là qui sont venus me voir puis qui sont arrivés à un moment où eux, ça ne pouvait plus fonctionner, puis ils avaient raison. Moi, c'était pas exclusivement dû au fait que je n'étais pas toujours disponible, mais ça contribuait à mettre les freins trop souvent. Tu sais, quand tu es à la télé un après-midi puis tu fais un match Real UV, par exemple, ben si quelqu'un a besoin d'une réponse tout de suite pour un jeune qui a besoin d'une info pour le lendemain ou puis ses parents doivent aller le chercher, ben moi, j'étais pas disponible à ce moment-là. Puis on est arrivé à un point aux écoles de soccer où on prenait trop d'expansion. Ben pas trop, mais on prenait beaucoup d'expansion. On était en croissance, puis moi, j'étais pas capable de donner tout le temps là. Pendant que j'étais à TVA Sport, ben je pensais beaucoup à ce qui se passait sur les terrains, au camp. J'étais nulle part à 100% en même temps. Puis c'est là où j'ai décidé de donner ma démission. Puis donc, déjà pour finir avec l'académie, là, déjà de 2010 à 2013, puis peut-être le regard que tu peux y porter depuis, puis maintenant, l'académie, bon, ça va être long avant qu'elle soit rodée comme les académies même de Strasbourg, mais tu vois vraiment une amélioration nette, puis penses-tu qu'elle va vraiment dans la bonne direction? Il y a une amélioration nette, mais surtout une amélioration constante. Puis c'est ça qui, pour moi, est le plus impressionnant. Quand tu regardes juste dans le contenu de ce qu'ils font avec les jeunes, dans la qualité des compétitions auxquelles ils participent, il y a des tournois de plus en plus intéressants où les équipes de jeunes de l'Impact vont jouer. Internationaux. Puis quand ils commencent à aller à quelque part de manière régulière, ça a été ça avec la USSDA, ben ils sont sans cesse plus performants d'année en année. Là où il reste un gros step à faire, puis c'est là que ça reste une grosse déception pour moi, c'est le tremplin. Le FC Montréal. Mais même, oui, le FC Montréal en particulier,
mais tout le tremplin qui se fait à partir du moment où un gars commence à vraiment être un prospect potentiel pour passer chez les pros, au moment où on commence à lui donner du temps de jeu, au moment où on lui donne plus de responsabilités, ça, il faut que ce soit beaucoup, beaucoup amélioré parce que ça reste loin en dessous de ce qu'il faut pour maximiser l'investissement important que tu fais avec ton académie. C'est vrai que ça fait quelques années qu'on entend justement les U16, les U18 qui sont dominants, mais c'est vrai qu'on voit pas nécessairement, on voit pas encore l'espèce de résultat avec les... Non, puis je pense que l'équipe. Écoute, on en a beaucoup parlé avec les joueurs l'année passée, Anthony Jackson-Hamel, que ça prenne autant de temps avant de prendre la place à Mancosu, ne serait-ce que pour une coupe de match, pour soit permettre à Mancosu de se remettre dans un bon état d'esprit ou lui faire comprendre que, hey, t'as vraiment quelqu'un qui te chauffe en arrière, puis quelqu'un qui te chauffe, qui marque comme remplaçant. En ce moment, Mauro Biello, le regard qu'on jetait sur son début de saison l'année passée, après qu'il ait amené l'équipe en série à 2 occasions consécutives, et ça, c'est après Frank Lopas, qui était catastrophique à sa dernière campagne. C'est clair que l'arrivée de Drogba a aidé, mais quand même, Biello, l'année d'après, a dû prendre la décision de laisser Drogba sur le banc, puis ça a quand même donné un parcours extraordinaire. Donc, je pense que au club, c'est un jugement de l'extérieur. Peut-être que je suis complètement dans le champ, mais je continue de croire qu'un joueur américain ou un joueur européen, il y a un a priori favorable trop important par rapport à ce qu'un gars d'ici peut accomplir. Puis c'est la raison pour laquelle, pour moi, on n'ouvre pas encore la porte assez vite. C'est vrai. Est-ce que c'est peut-être aussi la MLS qui veut ça? J'ai l'impression que c'est peut-être quelque chose qui est présent un peu partout à MLS. Il y a les gens ça dépend. Quand tu regardes les Red Bulls de New York, ils les font jouer. Leurs Américains, ils les font jouer, puis tu as des gars qui cognent à la porte puis qui ont des occasions. Diego Fagundez en Nouvelle-Angleterre, ça, c'est peut-être un gars plus spécifique, mais Will Trapp, dans une équipe comme Columbus, c'est un gars qui a été capitaine au début de sa vingtaine. Mais c'est parce qu'ils ont identifié un gars qui n'était pas parfait, mais qui fitait avec la manière de jouer. Là, est-ce que c'est qu'à Montréal, il y a un décalage entre ce qui se passe avec tes équipes de jeunes et les pros? Ça, je ne suis pas en position pour juger là-dessus en ce moment. Mais Samuel Piette, c'est un autre exemple. C'est un gars d'ici qui n'a pas été formé ici, mais c'est un coup de chance que ce gars-là débarque à Montréal. Merci à la Gold Cup, en fait. Merci à la Gold Cup, puis moi, je pense sincèrement, merci aux médias et aux fans, parce que je suis convaincu, moi, je sais qu'on dit le contraire, mais je suis convaincu que si c'était pas de cette pression populaire-là, Samuel, on aurait dit « Ah, ben, on va voir à la fin de l'année ou on va regarder. » Comment ce gars-là avait jamais eu un coup de fil? Ben, je pense que c'est parce qu'on pense qu'un Américain ou un gars d'ailleurs va probablement te faire une meilleure job que lui. Peut-être que oui. À 100 000, je suis pas sûr. C'est ça. Ce qui est surprenant, c'est dans un contexte de plafond salarial où tu as besoin de joueurs qui ne te coûtent pas si cher que ça puis qui prennent la place. Mais bref, je te posais une dernière question. On l'a effleuré tantôt. Là, aujourd'hui, maintenant, où tu as ton passé de joueur, tu as ton passé d'entraîneur, puis là, tu es analyste depuis déjà plusieurs années. C'est quoi ta casquette, selon toi? Comment tu te définis? C'est intéressant ça, parce que moi, je suis à un tournant là, un petit peu dans ma vie professionnelle en ce moment où je suis très reconnaissant pour l'opportunité que j'ai à la télé, à la radio, mais je veux offrir beaucoup plus de conférences et de séminaires pour des coachs puis des parents. Parce que j'ai eu l'occasion d'en offrir au cours des dernières semaines, des derniers mois. Puis j'ai été coupable de ça, moi, dans le passé, de dire « Les parents, vous êtes un problème, restez de votre côté, laissez-nous, les coachs, nous qui savons ce qu'on fait, faire notre job, puis mêlez-vous de vos affaires. » Puis je pense que ça, c'est contre-productif. Je comprends comment quelqu'un, un club, un coach, une organisation peut arriver à cette conclusion-là, mais je pense pas que c'est la solution. Parce que la réalité, c'est que les jeunes, après, ils embarquent dans la voiture de qui? Ils embarquent pas dans la voiture du coach ou du directeur technique. Ils embarquent dans la voiture de papa-maman. Puis si là, il n'y a pas, je veux pas te dire une symbiose, mais s'il n'y a pas une cohérence entre ce que le parent dit ou ce que le parent fait, puis ce qu'on veut atteindre sportivement avec le jeune, on n'y arrivera pas. Ou il y en a trop qui vont manquer le bateau. Puis ce que je veux faire maintenant avec les parents, c'est leur faire comprendre qu'ils ne sont pas le coach, qu'ils ne sont pas le directeur technique, qui, curieusement, parce que ça fait bizarre de dire ça, mais qui ne sont pas leur enfant non plus.
mais qu'ils ont un rôle hyper important à jouer, puis qu'ils sont capables d'accompagner leurs jeunes vers leur plein potentiel. Puis ce plein potentiel-là, moi, je commence à avoir une profonde conviction que si tu n'as pas papa ou maman qui est en train de jouer un rôle à fond de papa ou maman, rôle que le coach ou les autres dans l'entourage peuvent pas jouer, ben ça va être difficile. Fait que plutôt que d'en faire des ennemis, les parents, moi je pense qu'il faut en faire des alliés. Puis ça, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup en ce moment. Là, je suis en train de travailler sur quelques projets là-dessus. Donc, je te dirais que ça, c'est la prochaine casquette. Je ne sais pas si c'est celle que j'ai officiellement en ce moment, mais c'est une qui n'est pas trop loin et que je vais mettre avec plaisir. Ben, ça ressemble en tout cas à ce que je vois, moi, c'est peut-être la tangente de tout ton parcours. Il y a toujours ce fond-là d'entraîneur ou d'enseignement qui semble te suivre, oui, puis, qui semble te suivre depuis le début. Oui, puis c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que tu sais, faire de la télé ou faire de la radio, ça a le côté sexy d'être en vue, c'est de l'exposure, tu sais, ça te donne de la visibilité. Par contre, t'as pas le contact avec les gens. Puis ça, s'il y a une chose, on me demande souvent, est-ce que tu t'ennuies de coacher? Je m'ennuie de coacher quand je suis sur un terrain. Là, je me rends compte à quel point j'aime ça, mais pour moi, c'est pas possible en ce moment de m'engager à fond. Par contre, de travailler avec des coachs, de travailler avec des parents puis des clubs, ben ça me permet de garder contact avec ça. Puis je te dirais que si j'ai pas contact avec ça pendant longtemps, je trouve ça plus difficile. Je me plains pas de la job que j'ai, loin de là. Mais en passant du côté des médias, j'ai peut-être perdu un petit peu cette proximité humaine avec les gens. Puis d'offrir des conférences, des séminaires comme ça, ben ça me permet de le retrouver. Super, merci beaucoup Olivier d'avoir pris le temps. Merci à toi. C'est très, très apprécié. Puis bonne chance très agréable. Pour la suite avec RDS, avec 91.9. Oui, puis, avec les autres casquettes qui viendront. Ouais, exactement. Merci. Voilà, donc en espérant que vous avez apprécié mon entretien avec Olivier Brett, je tiens encore une fois à le remercier de s'être prêté au jeu. Je pense qu'on en apprend beaucoup sur, un analyste qu'on entend à la radio, à la télé, mais surtout sur un homme qui fait partie du paysage du foot montréalais depuis longtemps, puis qui, j'ai l'impression, en fait j'en suis persuadé, va en faire partie de multiples façons encore très longtemps. Donc merci encore Olivier, et en espérant que vous avez apprécié. Je m'attarderai pas trop, je vais prendre quelques questions que vous m'avez envoyées via Twitter. Il y a notamment Matteo Marquez qui nous demande: est-ce que le 4-2-3-1 pourrait faire la différence à Atlanta avec un trio offensif latino de Piatti, Vargas, Silva au lieu d'un 3-5-2 ou 5-3-2 avec Piatti et Vargas en pointe? Merci pour la question, Mathéo. Écoute, moi, ça fait déjà 2 semaines que j'avais l'impression que Rémi Garde quitterait le 3-5-2 pour revenir à un 4-3-3. Le fait qu'il soit resté en 3-5-2 me questionne un peu, c'est-à-dire j'ai l'impression que vraiment sa priorité demeure de ne pas donner de tâches défensives à Nacho Piatti. Je pense que ça plaît à Piatti. Puis je pense que Nacho aussi lui a démontré que quand il est à l'aise, quand il n'a pas de tâches défensives, il peut vraiment être libéré offensivement et faire la différence. Il l'a fait samedi. Après, Atlanta, ça va être très difficile. On sait qu'ils viennent de battre le LA Galaxy 2-0 à l'extérieur. Donc là, que l'Impact voyage au Mercedes-Benz Stadium, ça va être loin d'être compliqué. Ce qui pourrait être tentant pour Rémi Garde de revenir en 3-5-2. Après, est-ce que Rod Fanny va être capable de jouer? On sait que Cabrera va être suspendu. Je pense que sa profondeur en défense centrale est un peu trop mince pour qu'il reconduise un 3-5-2. Donc oui, je pense que c'est très possible le 4-3-3 ou 4-2-3-1 dont tu parles. L'idée d'un trio latino avec Piatti, Vargas et Silva est très plausible. Encore là, ça impliquerait par contre une certaine implication défensive pour Nacho. Est-ce qu'il va l'accepter? Est-ce que peut-être plutôt Vargas va être laissé sur le banc cette fois-ci au profit d'un Mangosu? On sait que Rémi Garde l'a comparé à Cavani récemment, donc je pense qu'il l'aime bien. Je pense qu'il va vouloir lui redonner une chance. Puis sinon, oui, ça va être difficile pour l'Impact à Atlanta. Mais rappelez-vous, on pensait peut-être que les deux matchs les plus difficiles pour l'Impact cette saison seraient contre Toronto et contre Seattle, qui sont les 2 derniers finalistes. Et c'est les 2 seules victoires de l'équipe. Historiquement, l'Impact, quand on a l'impression qu'il va gagner d'avance, il finit par perdre. Puis quand on est sûr qu'il ne gagnera pas, il finit par réussir à surprendre.
Donc, je serais pas surpris que l'Impact soit capable de sortir une bonne performance en fait la semaine prochaine, même si c'est à Atlanta, même si c'est contre un club qui est possiblement le meilleur de la ligue. Je pense que Vargas va être sur le banc, mais je pense que oui, finalement, Rémi Garde va s'éloigner de son 3-5-2 qui, l'a quand même fait encaisser 5 buts à domicile samedi dernier. Il y a Steph sur Twitter qui nous parle de Camacho, sa question est assez simple. Camacho avec un bonhomme qui semble traumatisé. Oui, j'avoue être moi aussi assez déçu à date de ce que nous offre Rudy Camacho. On s'attendait à plus. C'est un gars qu'on disait qui était capitaine dans son équipe, qui, oui, la Jupiter Pro League en Belgique est peut-être pas aussi forte que la Ligue 1 ou que d'autres grandes ligues, mais quand même. Il semble un peu déstabilisé. Je suis pas certain que la défense à 3 lui sied très bien. D'ailleurs, sur le carton rouge de Cabrera, c'est lui qui se fait complètement battre par Marco Urenia entre les jambes, puis qui a absolument pas le souffle ni la vitesse pour rattraper Urenia ensuite, ce qui force Cabrera à faire la faute, et ainsi de suite, ainsi de suite. Le reste du match a déboulé. Reste que Camacho a signé un contrat de 4 ans, que c'est un gars que Rémi Garde disait bien connaître, dit fonder certains espoirs en lui. Je pense pas qu'on a vu toute l'étendue de ce qu'il peut offrir à l'Impact. Il va trouver ses repères, il va trouver une façon d'être efficace. Je suis pas sûr que dans une défense aux côtés de Victor Cabrera, ce soit le meilleur fit. Ce qui m'amène une question, donc je vous renvoie peut-être. On a souvent dit que l'Impact avait de la difficulté à trouver un bon coéquipier pour Laurent Simon, que c'était difficile de trouver quelqu'un qui est efficace aux côtés de Laurent Simon. Puis, certains se sont servis de cette explication pour expliquer justement le départ de Lolo vers Los Angeles. Est-ce que c'est peut-être pas le contraire au final? Est-ce que c'est peut-être pas Victor Cabrera qui est difficile à combler, si on veut, à trouver un complément qui joue bien à ses côtés, parce qu'on a l'impression que, avec Camacho, c'est sûr qu'avec Raitala, c'est pas un défenseur central, donc ça complique le tout. Mais je baisserai pas encore les bras pour Camacho, un peu comme Silva. Je vais lui donner 5, 6, 7 matchs pour vraiment me faire une tête sur le joueur, sur la qualité du joueur. Mais ça regarde pas si bien. De l'autre côté, Silva, je trouve qu'il est un peu sorti de sa coquille dans ce match-là. Il s'impliquait un petit peu plus. Il a fait une grave erreur, par contre, en deuxième mi-temps, qui a failli donner un but, qu'on a tendance à oublier parce que l'Impact s'en est miraculeusement sorti. Mais je pense que Silva, à terme, va devenir le joueur qu'on espère voir. Un créateur un peu plus offensif, un peu plus dangereux offensivement. Par contre, c'est pas un Piatti. Ça sera pas un Piatti, il sera jamais. Donc, si c'est ça vos attentes, vous allez être déçus constamment pour aller Silva. Mais il fait partie de la solution et non du problème. Alors que Camacho, c'est moins clair pour le moment. Sinon, finalement, il y a l'ami Marc-André qui nous demande si le 5-3-2 est un désaveu envers les attaquants. Je pense pas, en fait, Marc-André. Je pense qu'il n'y avait pas d'attaquant de formation sur le terrain samedi, surtout parce que Mancuso n'était pas rétabli à 100%, parce que Jackson n'a peut-être pas saisi toutes les opportunités, puis parce que Vargas avait été le seul marqueur de l'Impact la semaine d'avant. Il était difficile à retirer de la formation. J'ai l'impression que Vargas va peut-être aller faire un tour sur le banc là, pour le prochain match, comme je disais, au profit d'un Mancuso. Mais non, moi, le 5-3-2, en fait, je le vois peut-être comme un désaveu envers la défense de l'Impact. C'est-à-dire que Rémi Garde n'a peut-être pas totalement confiance en ses défenseurs pour leur donner le champ libre à seulement 2. Il préfère les renforcer. Mais je pense que c'est surtout là que le 5-3-2. Mais on refera pas le procès de cette formation. Je pense que c'est une bonne formation qui doit être jouée avec des latéraux offensifs, avec du souffle, ce que l'Impact n'a pas. Ils l'ont tenu pendant 15 minutes samedi. Puis après, on sentait déjà que Duval et Lovitz n'étaient plus en mesure de tenir la cadence autant offensivement que défensivement. Et petite dernière question de Prabnour Singh qui nous demande si l'avenue de Torres à Montréal aurait un impact aussi grand que celle de Didier Drogba. D'abord, je suis un peu surpris de cette nouvelle d'Arcadio Marcoudi, comme quoi il y aurait déjà des approches faites du côté de l'Impact de Montréal pour Fernando Torres. C'est une belle nouvelle quand même quand on voit que justement que l'Impact manque peut-être d'attaquants dominants. Après, l'avenue d'un Drogba va être difficile à atteindre au sens où il est tellement connu à travers le monde et surtout dans la francophonie, le fait qu'il soit francophone et qu'il rejoigne autant la communauté africaine de Montréal qui s'est finalement manifestée au Stade Saputo que sinon on la voit un peu moins.
Je ne sais pas si Fernando Torres pourrait avoir ce type d'impact avec une communauté espagnole qui est peut-être un petit peu plus tranquille et possiblement moins grande aussi à Montréal. Sur le terrain, Drogba a eu un plus grand impact que plusieurs l'attendaient. Les gens le disaient trop vieux, fini, trop lent, alors qu'il a marqué plusieurs buts. Je pense qu'on aurait la même surprise avec Torres, au sens où là, comme sa venue est possible, plusieurs parlent du fait que ça fait longtemps qu'il performe plus, même depuis qu'il serait parti de Liverpool, il performerait plus. Mais j'ai l'impression que un Torres motivé qui débarque en MLS, parce que ce serait son choix, faut le dire. C'est sûr que s'il veut aller en Chine, enquêter l'argent, il va y aller. Donc ce serait par choix qu'il viendra en MLS. Je pense que ça implique une certaine motivation. Puis sur le terrain, si Rémi Garde réussit à trouver un schéma dans lequel il peut être utile, s'il réussit à développer une certaine chimie avec Nacho Piatti, je pense qu'il pourrait faire des dommages. Puis après, son impact plus grand que celui de Didier Drogba. Drogba s'est quand même vu surpassé par Mancosu, donc si Torres arrive à surpasser Mancosu, on pourra dire que son impact était plus grand. Voilà, donc c'est tout pour cet épisode. On se retrouve prochainement avec la 3e édition. Merci à tous d'être là. Commentez, partagez. N'hésitez pas aussi à devenir patron du Cannes Foot Club. On a besoin de vous sur patreon.com. Merci à tous de votre écoute et à la prochaine. Allons!